Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Comme chaque jour, du lundi au vendredi, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et on commence tout de suite avec la fermeture des bars et restaurants à Marseille, qui ne se passe pas vraiment comme prévu. La semaine dernière, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé que les restaurants, bars et cafés de Marseille, Aix-en-Provence ou encore la Guadeloupe devraient fermer leurs portes pour au moins 2 semaines. Les fermetures devaient en théorie démarrer hier, sauf que encore beaucoup de restaurants et cafés étaient ouverts, et ce malgré l'interdiction. À Marseille, on pouvait notamment lire des panneaux "On est ouvert" ou encore "Stop à la dictature sanitaire". La raison de leur colère, c'est que de telles mesures visent certes à lutter contre le virus, mais mettent en grande difficulté de très nombreux restaurants et cafés, des établissements qui étaient déjà dans une mauvaise situation, vous le savez, lors du confinement. Le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, membre des Républicains, il est opposé à cette fermeture et il a déposé un recours pour mettre fin à cette mesure. On verra donc si ça fonctionne. Au passage, à Paris et dans la plupart des autres villes situées en zone d'alerte renforcée, vous avez peut-être vu hier soir des restaurants ouverts après 22 h, alors qu'il était annoncé initialement que à 22 h, les bars, les cafés et les restaurants devaient être fermés dans ces zones. En fait, entre-temps, la mesure a été précisée par les différentes préfectures de ces zones d'alerte renforcée et très souvent, les établissements qui doivent fermer à 22 h sont ceux qui, je cite, pratiquent la vente de boissons alcoolisées à titre principal. En gros, pour faire simple, si vous êtes dans un bar qui sert des planches en plus des boissons, eh bien il devra fermer à 22 h, mais à l'inverse, si vous êtes dans un resto qui sert de l'alcool à côté, eh bien il peut rester ouvert. En tout cas, aujourd'hui, le Premier ministre Jean Castex et le ministre de l'économie Bruno Le Maire ont reçu les représentants du secteur de l'hôtellerie et de la restauration, donc on verra si les mesures évoluent dans les jours à venir. On passe à une deuxième information en France qui a fait pas mal parler ces derniers jours, c'est la mort d'une étudiante de 18 ans, Victorine, dans l'Isère, pas très loin de Lyon. Tout a commencé ce week-end avec la publication Facebook de la sœur de Victorine qui annonçait que sa sœur avait disparu. Tout le week-end, son message a été relayé des dizaines de milliers de fois, vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux. Malheureusement, hier, le corps de Victorine a été retrouvé dans un ruisseau à Villefontaine, dans l'Isère, pas très loin du lieu de sa disparition. Mais la raison pour laquelle j'en parle aujourd'hui dans les actus du jour, c'est que cette disparition relance sur les réseaux sociaux le débat sur la sécurité des femmes dans l'espace public. Alors une enquête a été ouverte pour enlèvement, séquestration et homicide volontaire. Une autopsie aura lieu dans les prochains jours, donc on aura peut-être davantage d'éléments dans les jours à venir, et évidemment on vous tient au courant. On passe à un autre sujet avant de passer au point à l'étranger. Je voulais vous parler d'un rapport de l'ONG de défense des droits de l'homme Amnesty International concernant les arrestations pendant les manifestations en France. Pour établir ce rapport, elle a recensé des dizaines de cas de manifestants arrêtés pendant la mobilisation des Gilets jaunes ou encore contre la réforme des retraites, et donc ce rapport ne concerne pas les violences policières, mais plutôt ce que Amnesty International appelle l'acharnement judiciaire contre les manifestants. En fait, l'ONG pointe du doigt le système français qui est selon elle destiné à punir des personnes qui n'ont pas commis d'infraction. Et concrètement, le gouvernement français ferait tout pour dissuader les gens de descendre et de manifester dans la rue avec des sanctions de la justice qui seraient souvent disproportionnées. Par exemple, un gilet jaune de Besançon explique qu'il a été placé en garde à vue puis condamné à payer une amende parce qu'il avait posté des messages sur Facebook invitant les gens à manifester et qu'il avait crié Castaner assassin lors d'un déplacement de l'ancien ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Bref, c'est donc un rapport qui risque de faire beaucoup parler, ça me semblait intéressant et important d'en parler aujourd'hui. Si ça vous intéresse, comme d'habitude, je vous mets des liens directement en description. Comme tous les jours, on fait un point à l'étranger et on commence tout de suite avec un sujet très géopolitique. Vous avez été très nombreux à me le demander dans les commentaires hier, on avait prévu d'en parler aujourd'hui, c'est le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. En fait, des affrontements très violents ont éclaté dimanche dans la région du Haut-Karabakh et déjà plus de 70 personnes sont mortes au total. Pour que vous compreniez, la région Haut-Karabakh, c'est un territoire revendiqué par l'Azerbaïdjan qui est situé entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans ce que l'on appelle une enclave, vous voyez avec la carte actuellement à l'écran. Or dans ce territoire, on retrouve une grande majorité d'Arméniens qui réclament donc leur indépendance vis-à-vis de l'Azerbaïdjan ou bien leur rattachement à l'Arménie, ce que refuse l'Azerbaïdjan. Dans la région, le conflit oppose donc d'un côté les troupes militaires d'Azerbaïdjan, soutenues notamment par la Turquie, et de l'autre l'armée arménienne avec les forces favorables à l'indépendance. Signe d'une escalade des tensions, de part et d'autre, on a décrété la loi martiale, ce qui permet d'appeler en renfort l'ensemble de la population masculine et de l'emmener sur le front pour s'affronter. D'ailleurs, depuis des années, dans le Haut-Karabakh, il y a des tranchées qui sont creusées des deux côtés, avec des soldats des deux camps à l'intérieur qui se surveillent 24 h sur 24. L'opposition entre les deux territoires ne date pas d'hier, et parfois des affrontements violents ont eu lieu, comme en 2016, où plus de 100 personnes sont mortes. On notera par ailleurs, et c'est assez intéressant, que la Russie est dans une situation assez particulière
particulière puisqu'elle dispose de bases militaires en Arménie, mais par ailleurs elle vend des armes à l'Azerbaïdjan, si bien qu'elle s'est assez peu prononcée sur le conflit pour le moment et qu'elle a davantage appelé à un cessez-le-feu. L'Arménie et l'Azerbaïdjan s'accusent donc mutuellement d'avoir déclaré la guerre à l'autre, à tel point que la communauté internationale craint qu'une guerre très longue et meurtrière ne soit en train de se déclarer entre les deux pays. Bref, évidemment, comme d'habitude, on vous tient au courant de l'évolution de ce conflit qui est très important. Bon alors on change de sujet avec un sujet un peu plus léger que le précédent, on va parler de la NASA qui offre 5 millions de dollars à la personne qui pourra l'aider à régler un problème sur la Lune. Bon alors je vais pas vous mentir, le sujet il est assez technique. En gros, ceux qui voudront participer à ce concours devront trouver comment stocker et gérer de l'énergie solaire depuis la Lune. Vous le savez très probablement, la NASA travaille à développer des missions avec des humains sur la Lune et pour ces missions, assez logiquement, il faut de l'électricité. Sur la Lune, on peut récupérer beaucoup d'énergie solaire avec des panneaux solaires par exemple, mais tout le défi c'est de comment stocker cette énergie parce que sur la Lune, les nuits peuvent durer jusqu'à 15 jours, donc il vaut mieux garder de l'énergie en stock à ce moment-là. Il faut savoir que ce n'est pas la première fois que la NASA lance un concours, on en avait parlé il y a quelques mois sur la chaîne dans ce format des actus du jour à l'époque, il l'avait déjà fait il y a quelques mois pour imaginer les futures toilettes spatiales. Bon alors la seule condition malheureusement pour participer à ce nouveau concours c'est d'habiter aux États-Unis ou alors de représenter une société américaine. Du coup, si vous pensez avoir une idée de génie pour aider la NASA, eh bien n'hésitez pas à contacter des Américains, ça peut le faire potentiellement, il y a quand même 5 millions de dollars en jeu. Avant le débat, comme chaque jour, vous le savez, on passe à la note positive. Aujourd'hui, on va parler d'une info qui a beaucoup circulé aujourd'hui, les animaux sauvages vont être progressivement interdits des cirques en France. C'est la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili qui l'a annoncé, d'ici quelques années, les tigres, éléphants ou autres animaux sauvages ne seront plus autorisés dans les cirques. Vous le savez très probablement, on en a déjà parlé sur la chaîne, de très nombreux abus étaient soulevés ces dernières années, alors pour l'instant il n'y a pas de date précise pour cette interdiction car c'est une mesure plutôt compliquée à appliquer. Il ne suffit pas d'interdire d'un coup mais surtout de savoir où va être placé chaque animal. En fait par exemple lorsqu'un tigre est habitué à être en captivité, eh bien c'est très dangereux pour lui d'être remis en liberté car il ne peut plus se débrouiller tout seul, notamment pour chasser ou encore manger. Les cirques avec des animaux sauvages étaient déjà interdits dans plusieurs villes en France comme à Paris, mais c'est la première fois qu'on évoque une interdiction à l'échelle de la France entière, donc ça me paraissait assez important d'en parler aujourd'hui. Le débat d'hier, c'était le suivant: êtes-vous favorable à un reconfinement préventif de 3 semaines avant Noël? Vous le voyez avec les résultats, vous semblez être plutôt favorable à une telle mesure. Le débat du jour, c'est le suivant: approuvez-vous la fermeture des bars et restaurants qui a été instaurée ces derniers jours en France par le gouvernement? C'est en fait le débat qu'on devait faire la semaine dernière, sauf que vous en souvenez peut-être, on a vu un petit problème dans les choix et les options de sondage, du coup on le refait aujourd'hui. Pour voter, c'est très simple, vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté et à ce moment-là vous aurez le sondage du jour ainsi que les sondages des jours précédents. C'est tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Cette nuit, vous le savez peut-être, il y a le débat entre Joe Biden, le candidat démocrate, et Donald Trump pour la présidentielle américaine. Évidemment, on débriefera tout ça dans le format des actus du jour, du coup n'hésitez pas à vous abonner, mais c'est pas encore le cas, pour ne pas rater les vidéos suivantes. On approche à grands pas du 1 million d'abonnés. En description, je vous mets des liens pour en savoir plus, surtout prenez soin de vous et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.